On a cartographié les étoiles, on a exploré les abysses, mais il reste un mystère incroyable, juste là, sous nos pieds. Un monde de pression et de température de folie, totalement inaccessible. Alors, comment est-ce qu'on a bien pu percer ces secrets? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. La question, elle a l'air toute simple, mais la réponse, c'est une sacrée histoire de déduction scientifique. On ne peut pas creuser un tunnel jusqu'au centre de la Terre. Alors comment les scientifiques ont-ils fait pour dessiner une carte aussi détaillée de l'intérieur de notre planète? Pour démarrer cette enquête, le tout premier indice, il n'est pas caché dans les profondeurs. Non, non. Il est juste là, sous nos yeux, à la surface. Parce que la Terre, en fait, elle n'a pas un seul visage. Elle en a deux. Et ils sont bien différents. Regardez ce graphique. Ce qui est fou, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Si la Terre était plus ou moins uniforme, on aurait une jaunie courbe en cloche, un seul sommet. Mais là, pas du tout. On voit très clairement deux pics. Un qui correspond à l'altitude moyenne des continents, vers 300 mètres, et un autre qui correspond à la profondeur des océans, autour de moins 4800 mètres. Et ça, cette distribution bimodale, c'est notre premier gros indice. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste des montagnes et des creux, il y a deux types de surfaces qui sont fondamentalement différents. Et en voici la raison. La surface de notre planète est faite de deux sortes de croûtes. D'un côté, la croûte continentale, elle est épaisse et assez légère avec une densité de 2,7. De l'autre, la croûte océanique. Elle est beaucoup plus fine, mais elle est plus dense, à 2,9. À cause de cette petite différence de densité, la croûte continentale flotte un peu plus haut sur la couche en dessous qu'on appelle le manteau. On a donc une opposition très claire. La croûte des continents, c'est environ 30 km d'épaisseur, surtout du granit. La croûte sous les océans, c'est à peine 7 km, et c'est du basalte. Deux mondes bien distants qui expliquent les deux visages de la planète. Bon, mais tout ça, c'est juste la peau de l'oignon. Comment on fait pour aller voir ce qu'il y a plus profond? Pour sonder les profondeurs, il fallait un moyen d'envoyer un signal à travers la planète et d'écouter ce qui revient. Et cet outil, figurez-vous que c'est la Terre elle-même qui nous l'a donné. Voilà nos messagères, les ondes sismiques. Quand il y a un tremblement de terre, une énergie colossale est libérée et elle traverse toute la planète sous forme d'ondes. Ces ondes, c'est notre seul et unique moyen de voir ce qui se passe à l'intérieur. L'analogie, elle est parfaite. C'est exactement comme une échographie. Les médecins utilisent les ultrasons pour voir à l'intérieur du corps sans avoir à opérer. Eh bien, les géologues, eux, ils utilisent les ondes sismiques pour faire une carte de l'intérieur de la Terre sans jamais y avoir mis les pieds. Mais attention, toutes les ondes ne se valent pas. Pour notre mission d'espionnage, on a deux types d'agents, et chacun a ses propres talents et ses propres limites. Alors, voici nos deux agents. D'abord, les ondes P, pour primaires. Ce sont les plus rapides. Elles fonctionnent par compression, un peu comme le son. Et leur super pouvoir, c'est qu'elles peuvent traverser n'importe quoi, les solides et les liquides. Ensuite, on a les ondes S, pour secondaires. Elles sont plus lentes, elles se déplacent en cisaillant la matière, un peu comme une vague sur une corde. Et c'est là que ça devient intéressant. Elles ont une faiblesse qui est en fait notre plus grand atout. Elles sont incapables de se propager dans un liquide. C'est le point clé, il faut vraiment retenir ça. Et c'est ce comportement qui est génial. Chaque fois que ces ondes passent d'une couche à une autre, d'une roche à une autre qui n'a pas la même densité, leur vitesse change. Du coup, soit elles sont déviées, c'est la réfraction, soit elles rebondissent, c'est la réflexion. En enregistrant le moment où tous ces échos arrivent aux quatre coins du monde, on peut reconstituer leur trajet et donc deviner les frontières qu'elles ont croisées en chemin. Bon, maintenant que nos outils sont prêts, passons à la découverte qui a tout changé. En étudiant des milliers de trajets d'ondes après de gros séismes, les scientifiques ont remarqué un truc vraiment bizarre, une anomalie qui ne collait pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une immense zone d'ombre à la surface de la Terre. C'est une large bande de l'autre côté du globe par rapport au séisme, où les sismographes ne détectent quasiment rien. Les ondes S directes, disparues, plus rien. Et les ondes P, elles arrivent très faibles et en retard. Étrange, non? Cette zone d'ombre, c'était un vrai casse-tête. Si la Terre était juste une grosse boule de roche solide, les ondes devraient arriver partout. Alors qu'est-ce qui pouvait bien les bloquer ou les dévier de manière aussi radicale? La réponse, elle est là, sur ce graphique. Il montre la vitesse des ondes en fonction de la profondeur. Et là, on voit très bien qu'à une profondeur précise, autour de 2900 km, il se passe un truc brutal. La vitesse des ondes P s'effondre d'un coup. Et surtout, regardez, les ondes S s'arrêtent net. Fini, elles disparaissent des radars. Et là, on se souvient de la règle d'or de notre agent S. Sa seule limite, son talon d'Achille, il ne sait pas nager. Les ondes S ne peuvent pas traverser les liquides. Et voilà, la conclusion est inévitable. L'unique explication à la disparition des ondes S à 2900 km de profondeur, c'est qu'elles ont heurté un mur liquide. Cette barrière, c'est le noyau externe de la Terre.
C'est cette gigantesque sphère de métal en fusion qui crée la zone d'ombre en stoppant les ondes S et en déviant très fort les ondes P. Le mystère est résolu? Une fois cette pièce maîtresse du puzzle trouvée, tout le reste du modèle s'est assemblé logiquement, couche après couche, frontière après frontière. Et voilà donc le portrait robot de notre planète tel qu'on le connaît aujourd'hui, entièrement dessiné grâce aux échos des tremblements de terre. Une structure en poupée russe avec la croûte toute fine en surface jusqu'au noyau ultra dense en son cœur. On a donc 3 grandes frontières qu'on appelle des discontinuités. Il y a le MOO qui sépare la croûte du manteau. Ensuite, il y a la discontinuité de Gutenberg, notre fameuse frontière à 2900 km entre le manteau solide et le noyau liquide. Et enfin, encore plus profond, la discontinuité de Lehmann, qui nous a appris qu'au centre de tout ça, il y a une graine solide, le noyau interne. Mais attention, il ne faut pas imaginer tout ça comme quelque chose de figé. La chaleur énorme qui s'échappe du noyau fait bouger le manteau. Même s'il est solide, sur des millions d'années, il se comporte comme un fluide hyper visqueux. Du coup, on a d'immenses courants de matière qui montent et qui descendent, un peu comme une soupe qui chauffe très 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 lentement dans une casserole géante. Et ça nous amène à la question finale. On sait maintenant que l'intérieur de la Terre est une machine thermique surpuissante. Mais comment est-ce que ces mouvements, lents et profonds, se manifestent à la surface? Comment est-ce qu'ils créent les volcans, les montagnes et qu'ils font bouger les continents? Ça, c'est toute l'histoire de la tectonique des plaques.